Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, on est épisode 100 et pour l'occasion, je voulais parler d'une loi qui a été votée le mois dernier, au mois de juin, qui s'appelle Genius Act. Alors Genius, je vais pas vous, c'est un acronyme bien sûr, mais en fait ça parle de stablecoins. Alors qu'est-ce que le stablecoins? Avant de parler de la loi elle-même, je vais essayer de vous définir ce que c'est qu'un stablecoin. Alors, stablecoin, c'est la version anglaise de crypto-monnaie stable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Au lieu d'avoir une crypto-monnaie qui est basée sur un algorithme comme le Bitcoin, on va avoir une crypto-monnaie qui va être en fait basée sur un actif réel. Alors, en général, ça va être le dollar américain. C'est pas le fait du hasard d'ailleurs. Donc, pour un stablecoin, vous allez avoir $1 américain en contrepartie. Et ça a beaucoup d'avantages parce que ça permet de, justement, hein, comme son nom l'indique, de ne pas avoir de fluctuations. Donc, un stablecoin, $1, ça va rester la même chose pendant des mois ou voire des années. Il n'y a aucune raison que ça fluctue puisque c'est adossé l'un à l'autre. Donc, c'est relativement simple à comprendre. Et surtout à appréhender pour des gens qui n'ont pas l'habitude des cryptos. Alors, la loi, en fait, a permis de donner un cadre juridique rigoureux, nouveau, innovant, pour ces stablecoins. Donc ça a été une grande victoire pour la communauté crypto. Mais aussi, il ne faut pas se faire d'illusions, hein, il y a toujours un aspect, je dirais, pas sombre, mais disons un aspect plus concret, plus intéressé. Voilà. Et ça, je vais en parler également, bien sûr, dans cette vidéo. Alors, en fait, cette loi Genius Act permet en fait d'augmenter le nombre d'émetteurs de ces stablecoins. Donc, les banques vont pouvoir en émettre. Les grandes entreprises comme Amazon, Walmart, etc. Et aussi des nouvelles entités qui ne vont pas être des banques, quoique il y en a certaines qui vont demander à avoir une licence bancaire. Mais et c'est très important, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et ça va permettre en fait d'augmenter le nombre d'opérateurs. Donc de permettre une popularisation de ces stablecoins dans le public américain, au sein du public américain. Alors, la condition pour émettre des stablecoins, elle va être très simple, c'est d'avoir la contrepartie en réserve. Alors j'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps sur les réserves fractionnaires pour les banques. Et j'avais expliqué qu'en fait, les banques ne conservaient plus de réserves fractionnaires et donc elles pouvaient prêter beaucoup plus qu'elles ne possédaient en réserve. Donc, ce qui posait un problème de volatilité des banques américaines. Et donc, s'il y avait un bank rush un jour, les banques américaines ne pourraient pas répondre à la demande des clients. Alors je réexplique ce que c'est qu'un bank rush, c'est très simple, une banque ne va pas bien, les clients veulent retirer leurs actifs, c'est-à-dire en fait leur argent de cette banque, mais la banque n'a pas assez d'argent en réserve pour rembourser les clients. Alors j'emploie le terme rembourser parce qu'en fait, quand on dépose de l'argent sur un compte bancaire, en fait, on devient créancier de la banque. Donc la banque a une dette envers nous. Donc si elle fait faillite, en tant que créancier, en fait on a très peu de recours puisque les lois sur les faillites, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, sont relativement favorables aux créanciers, donc aux débiteurs. Donc les créanciers, ils peuvent perdre une partie, voire la totalité de leur prêt, entre guillemets. Donc n'oubliez pas, hein, les banques, pour les banques, quand on dépose de l'argent sur un compte bancaire, on devient un créancier de la banque. L'argent n'est pas protégé. C'est pour ça que j'ai souvent répété qu'il valait mieux ne pas avoir de compte en banque ou alors un compte en banque avec très peu d'argent et des produits financiers. Parce que les produits financiers, eux,
sont non seulement sont pas considérés comme des dettes, mais comme des actifs, et donc la banque ne peut pas les appréhender dans le cadre d'une faillite. Voilà. Bon, ça c'est une mise au point. Donc revenons aux stablecoins. Donc les stablecoins en fait permettent de donner plus de stabilité au système des cryptos, justement comme je l'ai expliqué, parce qu'il n'y a pas de volatilité. Alors en matière de faillite, si un émetteur de stablecoin fait faillite, les possesseurs de ces stablecoins sont prioritaires par rapport aux autres créanciers. Mais il reste des créanciers quand même, donc c'est pas une situation extraordinaire, mais c'est un petit peu meilleur que ce qui se passait pour les banques. Et évidemment, ils sont soumis à les émetteurs sont soumis à des règles strictes contre le blanchiment, le financement du terrorisme et les transactions suspectes. Bon, ça, on n'attendait pas moins d'eux. Et en plus, on va pouvoir en fait faire des opérations plus rapidement. Alors ça, je vais en parler dans les comment je peux dire, dans les avantages des stablecoins. Alors, quels sont les avantages des stablecoins, notamment par le biais de cette loi? Ça va permettre de faire des paiements internationaux et des transferts de fonds beaucoup plus rapides et beaucoup moins chers. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand vous voulez payer, admettons, vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un en France et vous habitez aux États-Unis. Vous allez, si vous passez par le système bancaire normal, vous allez donc demander à votre banque de faire un virement d'un certain montant en euros, donc ils vont être obligés d'acheter des euros avec vos dollars. Ensuite, ça va passer par une moulinette bureaucratique bancaire pour vérifier que vous n'envoyez pas ces fonds à une organisation terroriste ou à un groupe de dealers ou je sais pas quoi. Bref. Et ensuite, il y a les délais entre le moment où vous envoyez l'argent, où la banque va envoyer l'argent, et le moment où le récipiendaire va recevoir l'argent via sa propre banque. Donc il peut se passer 10 à 15 jours. Bon, sans compter les questions qu'on va vous poser, etc. Alors je sais qu'il y a des opérateurs beaucoup plus rapides qui utilisent le système lombard, hein, comme Wise ou Revolut, où là l'argent ne circule pas d'un pays à un autre, mais simplement on fait l'effet d'une compensation. C'est-à-dire, par exemple, Revolut, ils ont une filiale aux États-Unis, donc vous allez demander à transférer, je sais pas moi, 1000 euros en France. Donc la filiale française de Revolut va demander la contrepartie en dollars, et donc ça va à la société américaine. Donc tout ça, ça va se faire en contrepartie, mais il n'y aura pas de transfert d'argent réel. Ce sera simplement une écriture comptable. Donc c'est plus rapide. Alors c'est vrai qu'on utilise tous Revolut ou Wise parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais, et ça je vous en parle en connaissance de cause, ça peut coûter très cher. D'abord parce qu'il faut changer d'une monnaie à une autre, et puis ensuite il y a les frais de transfert. Alors que les frais de transfert, il n'y a pas de conversion pour les stablecoins, puisque vous allez envoyer le même stablecoin à votre récipiendaire, et les frais de transfert, les frais de virement vont être extrêmement limités. Voilà, donc ça c'est un gros avantage, et rien que pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont adopter les stablecoins. Donc vous avez aussi le paiement pour le e-commerce. Donc là encore, ça permet aux e-commerçants d'éviter d'avoir affaire à Visa ou Mastercard ou American Express. Ils prennent énormément de frais, ces gens-là, et ça pose des problèmes les règlements, c'est-à-dire que quand vous faites une vente, quand vous êtes commerçant et que vous faites une vente sur Internet, vous n'êtes pas payé immédiatement. Ça doit passer par un système
de clearing, et donc l'argent peut mettre plusieurs jours avant d'être déposé, avant d'être crédité sur votre compte bancaire, ce qui est extrêmement lourd, et un commerçant a besoin du cash très très vite, évidemment. Donc là, avec le stablecoin, ça va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Et évidemment, oui, là aussi, vous pouvez faire du commerce international avec ça. Par exemple, si c'est une société, je sais pas moi, française qui vend aux États-Unis, elle va pouvoir soit conserver les stablecoins, soit les transformer en dollars. Et là, il y a une parité, donc c'est très clair. Soit même les transformer en euros. Et là, la parité aussi en euros sera assez claire. Donc il y aura une facilité de passer d'un stablecoin à une monnaie, on va dire fiat, beaucoup plus rapide et beaucoup plus transparente. On peut aussi utiliser ça pour payer les salariés qui sont expatriés à l'étranger. Par exemple, une multinationale va payer, au lieu d'avoir des comptes dans je ne sais pas combien de monnaies, ils vont pouvoir payer leurs salariés en USD ou en USDC ou en stablecoin. Et ces stablecoins vont être transformés par le salarié en monnaie locale pour payer les dépenses locales, et en monnaie du pays détaché, c'est-à-dire par exemple la France, par exemple pour payer des frais en France. Par exemple, si cette personne a une maison en France, pour payer les taxes foncières, les taxes d'habitation, si ça existe encore, je ne sais plus, l'eau, l'électricité, enfin toutes ces petites choses, les assurances. Donc tout ça, ça va faciliter énormément la gestion. C'est très intéressant ça aussi, comme moyen. Et ensuite, ça va permettre aussi des prêts et des emprunts. Alors, voilà pourquoi les sociétés qui vont émettre des stablecoins vont demander une licence bancaire. Parce qu'elles vont prêter de l'argent. Eh oui, donc elles vont faire des prêts en stablecoin, et pour ça, il faut être une banque pour faire des prêts, en général. Et donc, c'est très important de pouvoir avoir un stablecoin stable pour justement faire des prêts, par exemple à l'étranger. Par exemple, je suis américain et je veux acheter une maison en Italie, par exemple. Eh bien, je vais utiliser le stablecoin pour transférer l'argent d'un pays à un autre, et donc je vais pouvoir demander un prêt à une banque américaine qui va me donner des stablecoins au lieu de me donner des dollars. Et moi, avec ces stablecoins, je vais pouvoir les transformer en euros pour acheter une maison en Italie, par exemple, avec des frais de transfert réduits, comme je l'ai expliqué avant, et c'est beaucoup plus simple. Donc là, dans ces cas-là, on peut prêter n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Alors, évidemment, il y a des garanties qui sont à déterminer, mais disons que théoriquement, le prêt peut être fait transfrontalier sans aucun problème. Et aussi pour investir. Par exemple, je détiens des stablecoins, je veux les investir. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais les placer sur un compte à terme, par exemple, qui va être libellé en stablecoin. Un peu comme un livret A ou comme un compte à terme. Donc vous avez un système de prêt qui va être très d'investissement qui va être très intéressant. Et ces investissements-là vont permettre à ces banques stablecoin, je vais les appeler comme ça, de prêter de l'argent à leurs clients. Donc en fait, d'un côté, vous avez de l'argent qui est rémunéré, vous avez des comptes courants en stablecoin, et vous avez des prêts qui sont émis en fonction justement de ces comptes courants et de ces comptes à terme libellés en stablecoin. Donc il y a tout un écosystème différent, parallèle de l'écosystème normal bancaire avec les monnaies nationales. Voilà, donc ça, ce sont les... Bon, je passe sur la protection contre l'inflation. Il y a des pays qui ont une forte inflation, donc là, ça peut permettre justement de stabiliser.
même si, si c'est adossé au dollar, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, s'il y a un stablecoin adossé à l'or, là, ça devient intéressant. Si c'est un stablecoin adossé à une matière première, comme le pétrole, alors là, ça risque d'être un peu volatile. Mais ça peut aussi être intéressant. On peut imaginer un stablecoin adossé à de l'argent, pas de l'argent, le métal argent. Vous pouvez imaginer n'importe quel actif réel qui devient en fait une contrepartie du stablecoin. Alors évidemment, on peut faire des micro-paiements, des abonnements à des magazines ou à des jeux vidéo. Ça existe déjà, mais bon, là, ce sera plus ou moins officiel. On peut verser un pourboire avec des stablecoins. On peut faire des dons à des organisations caritatives. Donc tout ça, ça ouvre un domaine illimité. Bon, alors, quelle est en fait la contrepartie de cette nouvelle loi? En fait, et là je vous ai mis un article en anglais en référence dans les commentaires, pas dans les commentaires mais dans l'explicatif de la vidéo, et j'explique, et cet article qui est assez long mais qui est très intéressant explique plusieurs choses. Pourquoi cette loi a été votée? C'est pas par gentillesse vis-à-vis de la crypto community ou des choses comme ça, c'est simplement parce que les banques et surtout les organismes qui vont être agréés, les entreprises qui vont être agréées pour émettre des stablecoins vont être obligés de garder des réserves. Mais ils vont pas garder des dollars, ils vont acheter des bons du trésor américain. Et vous vous souvenez que j'avais expliqué il y a quelques semaines que en fait Donald Trump, ce qu'il voulait faire, c'est deux choses. Un, sauver la suprématie, l'hégémonie du dollar. Et là, évidemment, c'est ce qui va se passer, puisque les stablecoins vont être adossés à du dollar américain, en général. Et deuxièmement, ça va permettre aussi d'absorber les émissions de bons du trésor que Trump va effectuer, vu que la loi Big Beautiful Bill vient d'être adoptée également. Donc tout ça, c'est tout à fait délibéré et calculé de la part de Trump. C'est parce que en fait, il veut assurer un débouché pour ses obligations américaines, ses bons du trésor. Donc ces sociétés-là vont être obligées d'acheter des bons du trésor en réserve pour garantir les émissions de stablecoin. Donc on voit que c'est un écosystème qui est très très bien réfléchi et qui va permettre en partie de sauver le dollar américain, mais aussi d'absorber les émissions d'obligations américaines qui pourraient ne pas être absorbées par les acheteurs habituels, étrangers ou nationaux. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Alors tout ça, ça vient évidemment d'un scandale qui s'est passé il y a quelque temps avec une société qui émettait des stablecoins et qui n'avait pas suffisamment de réserves pour répondre à la demande. Donc elle a été obligée de payer une pénalité très forte et de s'engager à avoir 100% de réserve. Donc j'émets 100, je dois avoir une réserve de 100. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors que la réserve soit en cash, en argent, en dollars américains, ou alors en obligation du trésor américain. Voilà, donc ça c'est important. Je pense que c'est une loi qui va permettre effectivement de fluidifier le système bancaire, peut-être de le sauver aussi, parce qu'il n'est pas en très bon état aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que les gens utilisent de moins en moins les banques traditionnelles, et parce que les taux d'intérêt élevés en fait empêchent les banques d'avoir de l'argent pas cher, parce que pour attirer les consommateurs, ils sont obligés de proposer des produits avec des taux d'intérêt élevés sur les investissements, les comptes à terme. Donc ils sont obligés de faire comme ils sont obligés d'acheter l'argent cher, ils sont obligés de le vendre cher ou de le prêter cher, puisqu'ils sont obligés d'avoir une marge
qui est en général équivalente à 3 à 4%. Donc par exemple, si je suis une banque, je rémunère l'argent à 4%, je suis obligé de le prêter à au moins 7%. Donc ça fait très cher. Et donc ça tue les emprunts immobiliers, ça tue les emprunts des entreprises parce que ça revient très cher. Donc ça bloque un petit peu le système. Alors que pour les stablecoins, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus souple et ça va permettre peut-être de sauver un petit peu leur activité de prêt et surtout, alors soit en matière immobilière, mais surtout en matière commerciale. Ça va permettre aussi d'avoir de nouveaux opérateurs, donc comme je l'ai dit au départ, donc ça va être une aubaine pour pas mal de nouvelles entreprises qui vont être créées sur le marché. Bon, la concurrence est toujours bien, mais trop d'opérateurs, ça risque d'avoir des conséquences dramatiques. Donc il faut mieux, si on doit obtenir des stablecoins, il vaut mieux les obtenir avec une entreprise qui est pignon sur rue et qui soit très solvable. Et ça, effectivement, pour les consommateurs, ça va être un risque. Et il vaut mieux que les consommateurs soient avisés à ne pas acheter des stablecoins d'une société obscure. J'avais parlé de ça dans une vidéo sur les cryptos où j'avais dit que les meme coins, c'était risqué, alors que bon, Solana, Polygon, Bitcoin bien sûr, entre autres, sont des cryptos beaucoup plus stables et beaucoup plus sûres. Même si elles sont volatiles, elles ne risquent pas de poser problème dans le futur. Voilà. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé, qui est plus clair. Maintenant, est-ce que la France va le faire? Eh bien, justement, c'est ma conclusion. Les stablecoins, c'est une façon un peu détournée de faire des monnaies numériques. Et ça, effectivement, c'est le côté un peu sombre dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai peur que les stablecoins deviennent en fait de facto la monnaie numérique tant redoutée par beaucoup de gens. Alors, il faut être très prudent. Encore une fois, hein, c'est mi-ange, mi-démon tout ça. Et il faut être très prudent sur ça et essayer de bien regarder la législation concrètement pour savoir si il y a une possibilité pour le gouvernement d'intervenir dans ces stablecoins ou pas. Si c'est émis par des opérateurs privés, est-ce que le gouvernement a une backdoor, hein, une petite fenêtre pour intervenir ou pas? C'est très difficile de le détecter. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mettre en stablecoin. Il faut faire des toutes petites transactions au départ pour essayer, pour voir si c'est sûr. Et puis après, aviser. Mais mettre tout son patrimoine sur des stablecoins, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit raisonnable, ni faisable d'ailleurs. Mais d'un autre côté, ça peut être une façon de faire beaucoup de choses sans avoir à utiliser sa carte de crédit, sa carte de paiement ou alors son compte bancaire. Et ça, c'est pas mal. En matière de sécurité, en matière de fraude, de scam, etc., c'est beaucoup plus rassurant. Voilà. Donc j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à très bientôt. Bon courage.